Le chiffon en microfibre glissa sur les surfaces en marbre veiné pour la troisième fois, cherchant une brillance absolue, presque clinique. Camille Dubois redressa le cavalier blanc qui était tombé sur le côté, le remettant dans sa position correcte au centre de la case avec un geste délicat et fit un pas calculé en arrière. L'échiquier décoratif, une pièce d'artisanat raffiné, brillait maintenant intensément sous la lumière froide des lustres en cristal du bureau de direction. La lourde porte en chêne s'ouvrit sans aucun avertissement, brisant le silence feutré de la pièce. Charles Delacroix entra le premier, riant trop fort, d'un rire théâtral et forcé, suivi de près par deux hommes en costume sur mesure impeccable. Elle reconnut immédiatement le genre, des clients importants, des investisseurs qu'il avait désespérément besoin d'impressionner pour conclure l'affaire. Camille saisit son seau de produits d'entretien avec discrétion et se tourna pour sortir par la porte de service, essayant de se rendre invisible. « Attends un peu !» La voix de Charles la fit s'immobiliser sur place, gelant l'atmosphère. Charles pointa l'échiquier d'un geste nonchalant de la main. « Tu sais jouer à ça ou tu sais juste passer le balai ?» Les deux hommes échangèrent des regards gênés, évaluant la situation avec un malaise palpable. L'un d'eux, le plus âgé, arborant une barbe grise, soignée et une allure distinguée, fronça les sourcils avec un mélange de curiosité et de désapprobation. Camille garda une expression parfaitement neutre, un masque de professionnalisme impénétrable. « Je sais jouer, monsieur. »« Vraiment ?» Charles sourit largement, croisant les bras sur sa poitrine avec un air de défi arrogant. « Alors faisons un marché. Joue une partie avec moi. Une rapide. Ce sera amusant. » Le ton de sa voix était limpide. C'était une plaisanterie cruelle, un petit spectacle de pouvoir pour divertir ses invités. La femme de ménage jouant aux échecs contre le PDG dans un hôtel particulier parisien. Une farce moderne. Elle regarda l'échiquier, puis elle le regarda lui, soutenant son regard une seconde de trop. « D'accord. » Charles rit de nouveau, incrédule, et tira son fauteuil en cuir. « Monsieur Mercier, vous allez adorer ça. » Camille tira l'autre chaise et s'assit dans un silence absolu. Ses mains, qui sentaient encore légèrement le détergent industriel, se posèrent doucement sur le bord de la table en acajou. Il joua le premier coup sans même regarder correctement l'échiquier, avec une arrogance totale. Charles poussa le pion central de 2 cases vers l'avant. Classique, totalement prévisible. Tu connais les règles de base, n'est-ce pas? Le pion avance comme ça, la tour va tout droit. Camille déplaça le pion du roi, reflétant son ouverture avec une précision millimétrée. Ses mains ne tremblaient pas le moins du monde. Henri Mercier, l'homme à la barbe grise, tira une chaise et s'assit à côté, soudainement intrigué par la tournure des événements. L'autre invité resta debout, les bras croisés, observant la scène avec un sourire en coin, amusé par le spectacle. Charles avança son cavalier, claquant la pièce contre le bois. « Cette pièce ici est traître. Elle saute par-dessus les autres. Tu dois faire très attention avec elle, ma chère. » Elle ne répondit pas à la condescendance. Elle déplaça son propre cavalier, un développement symétrique, un positionnement solide et académique. « Regardez ça, elle me copie. » Charles regarda Henri, cherchant une complicité. Stratégie de débutant. Copier les mouvements de l'adversaire pour ne pas se perdre. Henri ne dit rien. Ses yeux étaient rivés sur l'échiquier, analysant chaque nuance. Charles joua vite, débordant de confiance, le fou en diagonale, menaçant l'aile avec une agressivité prématurée. Camille répondit avec l'autre cavalier, protégeant le centre. Il rit doucement, secouant la tête, savourant sa propre supériorité imaginaire. Vous voyez, elle ne se rend même pas compte que je suis en train de monter une attaque létale. 3 coups plus tard, Camille fit le roc. Un mouvement calme, technique, mettant son roi en sécurité derrière une forteresse de pions. Charles fronça les sourcils pendant une fraction de seconde, mais masqua rapidement sa surprise. « Ah, tu connais le roc, tu n'es pas si ignorante finalement. » Elle leva enfin les yeux vers lui, juste un instant. Puis ses yeux retournèrent sur le bois verni. Henri se pencha en avant, envahissant l'espace personnel du jeu. « Charles, est-ce que tu vois sa structure de pion? Je vois qu'elle se défend comme elle peut. »
Charles poussa sa dame vers le centre avec un geste large et théâtral. Mais la défense ne gagne pas les parties. Camille déplaça son fou, une longue diagonale, coupant l'échiquier et pressant le flanc de son adversaire. Le rythme dans la pièce changea imperceptiblement. Charles cessa de parler pendant quelques secondes, déconcerté. Il analysa l'échiquier, se frotta le menton. Il déplaça la tour, repositionnant une défense hâtive. Camille répondit par une poussée de pion, ouvrant un espace mortel pour son autre fou. « Elle joue une ouverture italienne », murmura Henri presque pour lui-même. Charles le regarda de travers, agacé. « Quoi ? La structure. C'est une ouverture italienne classique, d'école. La chance du débutant. » Charles força un rire qui sonna faux. N'importe qui peut apprendre par cœur quelques coups. Mais il prit beaucoup plus de temps pour son prochain mouvement. Camille attendit, les mains croisées patiemment sur ses genoux. Le bureau était plongé dans le silence. On n'entendait que le bourdonnement discret de la climatisation. Il déplaça le cavalier, essayant de mettre la pression sur le centre contrôlé par elle. Camille échangea les pièces. Cavalier contre cavalier. Propre, calculé, chirurgical. La position s'ouvrit. Henri siffla doucement, admiratif. Elle vient de simplifier le centre et a considérablement amélioré la position de ses tours. L'autre invité, qui jusqu'à présent n'avait fait qu'observer avec dédain, fit un pas en avant, intrigué. Sérieusement. Regarde là. La tour sur la colonne ouverte, l'autre connectée. Elle a le contrôle total du jeu. Charles s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. Ce n'est rien d'extraordinaire. C'est juste un peu d'organisation. Mais le ton de sa voix avait changé. Il n'y avait plus de moquerie. Il regarda l'échiquier avec beaucoup plus d'attention maintenant. Il comptait mentalement les pièces. Il étudiait les diagonales avec inquiétude. Camille déplaça la dame. Pas pour attaquer directement, mais pour occuper une diagonale dangereuse, limitant toutes les options de mouvement de son adversaire. Charles sentit le poids du coup. Il avait moins d'espace maintenant, moins d'options. Il tenta d'avancer un pion sur l'aile, cherchant à créer une menace latérale désespérée. Camille l'ignora. Elle replaça le fou en arrière, renforçant son centre imprenable. « Elle joue de manière positionnelle », dit Henri, fasciné. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda l'autre invité, confus. « Ça veut dire qu'elle n'essaie pas d'attaquer à l'aveuglette. Elle est en train de l'étouffer, de lui couper l'air, de contrôler les cases importantes jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. » Charles regarda Henri avec irritation. « Tu exagères, Henri. Vraiment ? Compte combien de cases sûres ont tes pièces ?» Charles ne compta pas. Il connaissait la réponse. Il déplaça la tour, essayant de créer une pression sur la colonne. Camille poussa un pion, verrouillant hermétiquement la position. Les pièces de Charles se retrouvèrent serrées, claustrophobes. Il commença à transpirer. Pas beaucoup. Juste une fine pellicule de brillance sur le front. « Depuis combien de temps jouez-vous » demanda Henri à Camille, d'une voix calme et respectueuse. Elle ne quitta pas l'échiquier des yeux, ne serait-ce qu'une seconde. « Depuis un certain temps. » Charles força un autre rire nerveux. « Elle doit jouer en ligne. Ces applications apprennent à n'importe qui de nos jours. » Mais sa main trembla légèrement en déplaçant la pièce suivante. Une petite erreur, presque imperceptible. Il avança le fou sans protéger ses arrières. Camille le vit instantanément. Elle déplaça la tour, occupant la 7e rangée avec autorité. Henri prit une profonde inspiration. C'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux ? Charles essaya de garder un ton léger, échouant misérablement. La tour sur la 7e. Elle attaque les pions de la base. Tu vas devoir gaspiller des tours pour te défendre. Charles regarda l'échiquier, puis Camille. Elle continuait avec la même expression. Calme, vide, comme si elle nettoyait une table de plus. Il déplaça le roi, fuyant la pression imminente. Camille amena l'autre tour. Maintenant, les deux dominaient les lignes les plus importantes comme des maîtresses absolues de l'échiquier. « Mon Dieu !» murmura l'autre invité. Charles sentit sa poitrine se serrer. Il tenta de créer une menace. Il déplaça la dame pour attaquer un pion isolé. Camille défendit avec une simplicité insultante. Un mouvement. Blocage total. Henri s'adossa à sa chaise, émerveillé. Elle joue comme un maître.
N'exagère pas. Charles essuya la sueur de son front avec le dos de sa main. Je n'exagère pas. Regarde l'économie de ses mouvements. Chaque pièce qu'elle joue fait deux choses en même temps. Charles resta silencieux. Il était en train de perdre. Pas de manière brusque ou violente, mais de manière lente, technique, inévitable. Camille déplaça le cavalier. Elle occupa une case centrale dominante. Toutes ces pièces travaillaient maintenant ensemble, coordonnées, harmonieuses, une symphonie. Il tenta une dernière attaque désespérée. Il avança la dame, menaçant le roi adverse. Camille bloqua avec le fou sans sourciller. Ensuite, elle força l'échange des dames. Charles n'eut pas le choix. Il dut accepter l'échange. La finale devint purement technique. Tour et pion. Elle avait un avantage positionnel écrasant. Henri croisa les bras. C'est fini. Ce n'est pas encore fini. Charles déplaça la tour, mais sa voix sortit aiguë, brisée. Charles, elle a deux pions passés protégés et le contrôle total des colonnes ouvertes. C'est fini. Camille ne dit rien. Elle poussa simplement le pion. Une case de plus vers la promotion. Charles regarda l'échiquier. Puis il la regarda, elle. Ses yeux enregistrèrent enfin quelque chose de différent. Ce n'était plus de l'amusement. C'était de la confusion. Et le début d'une peur véritable. Camille regarda le pion avancer. Il manquait 3 cases pour la promotion. 3 cases qui semblaient être des kilomètres. Elle connaissait cette distance intimement. Elle connaissait le poids gravitationnel de chaque mouvement. 6 ans plus tôt, elle portait un autre nom, une autre vie. Pas Camille Dubois, la femme de ménage du 12e étage. Mais Camille Dubois, maître national d'échecs, championne régionale 2 fois consécutives, professeur dans une académie avec liste d'attente. Sa salle de classe comptait 17 échiquiers, 17 pères d'yeux attentifs et brillants. Elle marchait entre les tables, les mains dans le dos, analysant chaque position. Les échecs ne pardonnent pas la précipitation, leur disait-elle avec douceur. Chaque mouvement raconte une histoire. Vous devez lire l'histoire de l'adversaire avant d'écrire la vôtre. Les enfants l'adoraient, les parents payaient bien. Elle donnait des cours particuliers le week-end. Elle participait à des tournois, pas les grands internationaux, pas encore, mais les régionaux, les nationaux. Elle gagnait. Elle rapportait des trophées à la maison. Thomas l'attendait toujours avec Léa dans les bras. Comment ça s'est passé? Il souriait, ce sourire en coin qui lui faisait oublier toute la fatigue du monde. Lui aussi jouait, il ne concourait plus, mais il aimait le jeu. Tous les soirs, après que Léa se soit endormie, ils installaient l'échiquier sur la table de la cuisine. « Défense sicilienne » demandait-il, défiant. « Est indienne » répondait-elle. Et ils jouaient dans un silence confortable, juste le son des pièces en bois frappant l'échiquier, juste le léger grincement de la chaise quand l'un d'eux changeait de position. Léa grandit en utilisant des pièces d'échecs comme jouets. À 4 ans, elle savait déjà toutes les déplacer correctement. À 5 ans, Thomas commença à lui enseigner les ouvertures de base. « Elle a un talent naturel », disait-il avec fierté. « Regarde comment elle pense 3 coups à l'avance. » Camille voyait Léa monter des tours de pion dans le salon. Elle voyait Thomas expliquer la fourchette de cavalier avec une patience infinie. Elle voyait la vie qu'ils avaient construite brique par brique, stable, sûre, heureuse. Puis vint l'accident. Un camion fou, un carrefour traître. Thomas rentrait d'un tournoi où il avait été arbitre principal. Mort instantanée. Les mots du policier semblaient venir d'une autre langue, incompréhensible. Elle serrait Léa, qui pleurait sans vraiment comprendre ce qui se passait. Le monde s'était renversé en un seul choc de métal tordu. L'assurance ne couvrit presque rien. Les petits caractères, les dettes de la voiture, les coûts exorbitants des funérailles. L'académie où elle travaillait ferma 3 mois plus tard. Crise économique, coupe budgétaire. Tu comprends, Camille, nous n'avons plus de demande pour autant de professeurs. Elle chercha dans d'autres académies. Le marché était saturé, personne n'embauchait. On vous rappellera. Il ne rappelait jamais. Les tournois exigeaient des frais d'inscription, des voyages, des hôtels. Elle n'avait plus rien de tout cela. Les économies fondirent en 6 mois. Le loyer parisien dévora ce qu'il restait.
Léa avait besoin de manger, elle avait besoin de fournitures scolaires, elle avait besoin de cahiers, elle avait besoin de médicaments quand elle avait de la fièvre. Camille accepta le premier emploi qui se présenta. Nettoyage industriel, tournée de 7 heures du matin à 4 heures de l'après-midi. Deuxième tournée de 6 heures à 10 heures du soir, dans un autre immeuble. 2 emplois pour payer un loyer misérable et garder une fille en vie. Elle apprit à manipuler des produits chimiques corrosifs. Elle apprit à enlever les taches de café sur des moquettes hors de prix. Elle apprit à nettoyer des toilettes de direction immaculée. Elle apprit à être invisible. Les gens passaient à côté d'elle dans les couloirs sans la regarder. Elle faisait partie de la structure, comme le mur, comme la porte. Les employés se plaignaient de l'odeur de chlore. Elle s'excusait et nettoyait de nouveau. Personne ne savait qui elle avait été. Personne ne se donnait la peine de demander. Elle rangea les trophées dans des cartons scellés. Elle n'avait pas le courage de les jeter. Elle n'avait pas le courage de les regarder. Les médailles restèrent au fond de l'armoire, ensevelies sous les vieux vêtements. L'échiquier de la maison était couvert de poussière. Elle ne jouait plus. Elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas la tête à ça. Jouer aux échecs, c'était se souvenir de Thomas expliquant les défenses indiennes. C'était se souvenir de la salle de classe pleine de lumière. C'était se souvenir de la femme qu'elle avait été. Mais Léa demandait « Maman, tu ne joues plus ?» Et Camille n'arrivait pas à dire non à ces yeux-là. Alors, certains soirs, quand l'épuisement extrême le permettait, elle sortait l'échiquier. Elle enseignait à sa fille. Le cavalier saute toujours en elle, toujours. Léa absorbait tout comme une éponge, rapide, intelligente, tout comme son père. « Tu étais forte à ce jeu, n'est-ce pas ?» demanda Léa une fois. Camille caressa les cheveux de sa fille. « Je l'étais. Pourquoi tu as arrêté ? La vie a changé, mon cœur. Mais tu sais encore jouer, non ? » « Oui, je sais encore. » Et elle le savait. Même sans entraînement, même sans compétition, même sans toucher un livre de théorie depuis des années. Les échecs étaient gravés dans son ADN. Chaque ouverture, chaque schéma tactique, chaque finale technique. Ce n'était pas quelque chose qu'on oubliait, c'était quelque chose qu'on portait en soi, comme une cicatrice, comme une mémoire musculaire profonde. Quand Charles la défia cet après-midi-là, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de l'indignation, c'était de la reconnaissance. L'échiquier devant elle était un miroir, et pour la première fois en 6 ans, elle vit qui elle était vraiment. Pas la femme de ménage qui nettoyait les bureaux des autres, pas la mère épuisée qui travaillait 2 tours, mais Camille Dubois, maître national, celle qui n'avait jamais perdu par manque de préparation. Celle qui lisait l'adversaire 3 coups avant qu'il ne bouge le petit doigt. Elle tourna son regard vers Charles. Il ne savait pas encore avec qui il jouait, mais il était sur le point de le découvrir. Camille saisit la pièce entre l'index et le pouce. Le mouvement fut précis, élégant. Pas question de la faire glisser sur l'échiquier. Aucune hésitation. Elle souleva la tour, la plaça sur la case exacte et la lâcha. Ses doigts ne tremblèrent pas. Henri le vit. Il avait joué aux échecs toute sa vie. Amateur, mais sérieux. Et il reconnaissait instantanément quand quelqu'un avait un véritable entraînement d'élite. La façon dont elle tenait les pièces, l'économie de mouvement, le temps de réflexion avant de toucher quoi que ce soit. « Vous jouez en tournoi ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Camille ne répondit pas immédiatement. Ses yeux étaient toujours sur l'échiquier, calculant 3 variantes différentes de la position. « J'ai joué. »« Quand ?»« Il y a longtemps. » Charles s'éclaircit la gorge, impatient. « Tu vas jouer ou tu vas bavarder ?» Il déplaça le fou, attaquant le flanc de Camille. Un mouvement agressif, mais précipité. Camille vit l'erreur instantanément. Il avait laissé son roi exposé. Pas beaucoup. Juste assez. Elle n'attaqua pas directement. Ce serait trop évident. À la place, elle déplaça le cavalier, vers une case apparemment inoffensive. Mais cette pièce contrôlait maintenant 2 cases critiques. Elle limitait la mobilité de la dame adverse. Elle fermait la route d'évasion du roi. Henri se pencha encore plus, fasciné. « C'est de la préparation. »« Quoi ?» demanda l'autre invité. « Elle n'attaque pas.
Elle prépare le terrain. Elle construit le filet avant de serrer le nœud. Charles regarda Henri avec dédain. « Tu surinterprètes, Henri. Vraiment? Regarde sa structure de pion. Formation Marochi. Ce n'est pas de la chance, c'est de la connaissance technique avancée. » Formation quoi? Charles rit, mais le son sortit faux, nerveux. Marochi, c'est une formation classique de contrôle central, utilisée à haut niveau. Henri fixa Camille. Où avez-vous appris cela? Elle détacha enfin les yeux de l'échiquier. Elle regarda Henri, pas Charles. À l'académie. Quelle académie? Camille prit une profonde inspiration, retenant son émotion. Centre d'échecs Dubois. Henri fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Dubois, Dubois. Il claqua des doigts. Thomas Dubois? L'arbitre international? Quelque chose changea sur le visage de Camille, juste pour une seconde. Une petite contraction au coin de la bouche. C'était mon mari. Le silence tomba lourdement sur la pièce. Danse. Henri ouvrit la bouche, la referma. Puis il dit, plus bas, « C'était? Il est mort. Il y a 6 ans. » Charles ajusta le col de sa chemise, mal à l'aise. « C'est bon, très émouvant. Mais on termine ça ou pas ?» Henri l'ignora complètement. Thomas Dubois était l'un des meilleurs arbitres du pays. Il entraînait des joueurs aussi. Vous entraîniez avec lui? Nous enseignions ensemble. À l'Académie Dubois? Oui. Alors vous? Henri s'arrêta. Il regarda l'échiquier. Il la regarda, elle. Camille Dubois. Maître national. 2 fois championne régionale. Elle ne confirma pas, elle ne nia pas. Elle déplaça à peine la pièce suivante avec froideur. L'autre invité fit un pas en arrière, stupéfait. « Attendez, c'est une joueuse professionnelle ?»« Je l'étais, » dit Camille, d'une voix à peine audible. Charles devint rouge de colère. « C'est ridicule. Si tu es si forte, pourquoi tu travailles à nettoyer mes sols ?» La question coupa l'air comme une lame de rasoir. Henri se tourna vers lui avec une expression dure. Mais ce fut Camille qui répondit « Parce qu'être maître national ne paie pas le loyer. » Charles ouvrit la bouche pour répondre. Rien ne sortit. Elle continua, les yeux de retour sur l'échiquier. « Ça ne paie pas les fournitures scolaires, ça ne paie pas la facture d'électricité, ça ne paie pas la nourriture. J'avais une fille à élever, seule. Alors j'ai fait ce que je devais faire. » Sa voix était calme, sans apitoiement, sans colère. C'était simplement un fait, pur, direct, la réalité nue. Henri s'adossa à sa chaise, croisa les bras, regarda Charles avec une expression qui disait tout sans mots. Charles s'éclaircit la gorge. « Bon, ça ne change rien, on joue. »« Oui, » dit Camille, « on joue. » Elle déplaça la tour. Elle occupa la colonne ouverte. La pièce glissa sur l'échiquier avec un son sec, définitif. Charles regarda la position. Il compta mentalement. 5 pièces d'aile parfaitement coordonnées. 3 de lui mal positionnées et inutiles. Il avait moins de matériel, moins d'espace, moins de temps. « Combien de points Elo avez-vous » demanda Henri. « J'avais 2247 quand j'ai arrêté de concourir. » Henri siffla, impressionné. « Maître FIDE, maître national, j'avais 3 normes de maître FIDE, mais je n'ai jamais validé le score complet. Tout de même, vous étiez sur la bonne voie. » Charles recula sa chaise, cherchant une sortie. « Écoutez, c'est très amusant, mais j'ai une réunion dans peu de temps. »« Termine la partie, » dit Henri. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Charles le regarda. Henri était un investisseur, son client principal. 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise provenait des fonds gérés par lui. « Bien sûr !» Charles tira la chaise en arrière vers la table. « Bien sûr que je termine. » Mais il était évident qu'il ne voulait plus jouer. Il déplaça la dame, essayant de créer une menace vide sur le côté opposé. Camille défendit avec un pion. Un seul pion. Blocage total. « Elle joue la prophylaxie », murmura Henri. « Elle neutralise ses idées avant même qu'elles ne se produisent. » Charles respira profondément, irrité. « Tu vas commenter toute la partie ?»« J'apprécie simplement. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un jouer avec une telle classe. » Camille amena l'autre tour dans le jeu. Maintenant, les deux étaient connectés. Contrôlant les colonnes centrales, prêtes pour l'invasion.
Charles sentit l'étau se resserrer autour de son cou. Il tenta une attaque désespérée. Il sacrifia un pion pour ouvrir une ligne en direction du roi adverse. Camille recula simplement son roi d'un pas. La sécurité avant tout, elle ne tomba pas dans la provocation. Elle a une froideur impressionnante, commenta Henri. Elle ne panique pas, elle ne prend pas de risques, du pur jeu technique. L'autre invité approcha une chaise et s'assit également, captivé. Je ne comprends pas grand-chose aux échecs, mais même moi, je vois qu'elle le domine. Charles serra les dents. Il déplaça le cavalier, essayant de créer de la complexité là où il n'y en avait pas. Camille échangea, simplifia. Chaque échange la favorisait. La position devenait plus claire, plus inévitable. Il avait 2 pions de moins maintenant, et elle avait la paire de fous. Dans une position ouverte, les fous étaient dévastateurs. « Combien de points as-tu, Charles » demanda Henri. « Je ne me suis jamais mesuré. Devine. Je ne sais pas. 1600, 1700. Elle est 500 points au-dessus de toi. Aux échecs, c'est une différence de catégorie. C'est comme un universitaire jouant contre un professionnel de la NBA. » Charles ne répondit pas. Ses mouvements étaient plus lents maintenant. Il réfléchissait plus, respirait plus lourdement. Son front brillait de sueur froide. Camille gardait la même expression, neutre, concentrée, mais quelque chose avait changé en elle. La posture, les épaules. Elle n'était plus voûtée, elle était droite, comme elle l'était quand elle donnait des cours, quand elle concourait, quand elle était qui elle était vraiment. « Donnez-vous encore des cours » demanda Henri. « Non. Pourquoi pas? Je n'ai pas le temps. Je travaille 2 tours. » 2 tours. Henri répéta les mots comme s'il testait leur poids amer, en faisant le ménage. Oui, il resta silencieux un moment, assimilant l'injustice. Puis il dit « C'est un gâchis criminel. » Camille déplaça le fou, diagonale longue, coupant l'échiquier en 2. « C'est de la survie. » Charles regarda l'échiquier. Il la regarda. Puis, il regarda Henri. « Écoutez, je pense que... » « Termine la partie, » dit Henri de nouveau, implacable. Charles déglutit difficilement. Il déplaça la tour. Dernier recours. Dernière tentative pathétique de créer une menace. Camille avança, le pion passé. 2 cases avant la promotion. La fin était proche, et tout le monde dans la pièce le savait. Le pion avança d'une case de plus. Il ne manquait qu'un carré, un mouvement. Camille regarda ce pion et vit autre chose. Elle vit la salle de classe de l'académie. 17 échiquiers, 17 enfants d'âge différents. Elle marchait entre les tables, les mains dans le dos, observant chaque position avec un œil clinique. « Lucas, tu as vu la menace sur la colonne H ?» Le garçon de 8 ans fronçait les sourcils. Il regardait l'échiquier fixement. Il comptait. Il réfléchissait. Alors, il le voyait. « Le fou, c'est ça. Cherche toujours les diagonales ouvertes. Elles sont dangereuses. » Elle passait à la table suivante. Elle corrigeait la posture d'une fille. « Tiens-toi droite. Les échecs exigent de la concentration. La concentration exige de la posture. » La fille redressait sa colonne vertébrale. Elle se concentrait de nouveau. Thomas entrait dans la classe avec du café. Il le posait sur le bureau de Camille. Il souriait. « Groupe difficile aujourd'hui ? Ils le sont toujours. C'est pour ça que tu es doué pour ça. » Charles déplaça la tour, essayant de bloquer le passage du pion. Camille amena le fou. Elle força l'échange. La tour sortit du chemin. Le mouvement l'emmena mentalement ailleurs. Tournoi régional. 5 ans plus tôt. Elle était au 3e tour. Elle jouait contre un candidat maître. Homme d'une 40aine d'années, expression sérieuse, confiant. Elle jouait avec les Noirs. Désavantage théorique. Mais elle connaissait la défense nimzo-indienne mieux que sa propre poche. Chaque piège, chaque ressource tactique. Il tenta de mettre la pression au centre. Elle contre-attaqua sur l'aile d'âme avec férocité. Thomas était dans le public. Il était toujours là. Il ne la conseillait pas pendant le jeu. Il ne faisait pas de signe. Il observait seulement avec fierté. Et quand elle gagnait, il l'attendait à la sortie avec Léa dans les bras. « Comment c'était ? J'ai gagné. Je sais. J'ai vu la finale. Qu'en as-tu pensé ? Je pense qu'il n'a jamais eu aucune chance. » Henri tapota des doigts sur la table.
la ramenant au présent. Avez-vous déjà donné une simultanée? Camille cligna des yeux, sortant de ses souvenirs. Quoi? Une simultanée. Jouer contre plusieurs adversaires en même temps. Oui, plusieurs fois. Quel a été votre maximum? 23 échiquiers. Charles la regarda stupéfait. Tu as joué contre 23 personnes en même temps? Oui. Combien en as-tu gagné? 21, 2 nuls. L'autre invité expira bruyamment. Comment est-ce possible? Henri sourit. Les motifs. Quand on joue à son niveau, on reconnaît des motifs. On n'a pas besoin de tout calculer. On a déjà vu cette position 1000 fois. Camille déplaça le cavalier. Il sauta sur une case qui semblait étrange, hors de propos. Mais Henri vit l'intention létale. Elle est en train de fermer la dernière voie de sortie. La simultanée avait eu lieu dans un club de la ville. Événement caritatif. Elle marchait entre les échiquiers, faisant des mouvements rapides. 2 secondes, 3 au maximum. Chaque personne avait des minutes pour réfléchir. Elle avait des secondes. Et pourtant, elle gagnait. Une fille de 12 ans avait réussi à obtenir le nul. Camille se souvenait d'elle. Fille timide, cheveux attachés, grandes lunettes, mais elle jouait avec courage. Elle n'avait pas peur de sacrifier des pièces. Elle n'avait pas peur de compliquer la partie. « Tu joues très bien », lui avait dit Camille après. La fille avait rougi. « Vous êtes mon inspiration. Continue à jouer, tu as de l'avenir. » Charles interrompit le souvenir avec sa voix incrédule. « Combien de temps consacrais-tu à ça? Aux échecs? Consacrer? S'entraîner? Étudier? Ces choses-là. » Camille réfléchit un instant. 4 heures par jour, parfois plus. 4 heures tous les jours. Les échecs de haut niveau exigent cela. Nouvelles ouvertures. Étudier les parties des grands maîtres, résoudre des problèmes tactiques, analyser ses propres défaites. Et tu faisais tout ça en donnant des cours. Oui, et tu t'occupais de ta fille. Thomas aidait, nous partagions tout. Charles resta silencieux. Il déplaça une pièce sans bien réfléchir. Camille le punit immédiatement. Elle captura un pion clé. Elle ouvrit plus de lignes pour ses tours assassines. Elle se vit dans la cuisine de la maison. Léa dans la chaise haute. 3 ans. Camille préparait le biberon d'une main et étudiait une variante de la sicilienne de l'autre. Livre ouvert sur la table, des diagrammes d'échecs couvrant la surface. « On peut faire ça plus tard ?» demandait Thomas. « J'ai un tournoi samedi. »« Je sais, mais Léa a besoin de dormir. »« Juste 10 minutes de plus. » Il souriait, résigné. Il prenait Léa. « Allez, ma petite, ta maman a besoin de s'entraîner pour gagner un autre trophée. » Léa tendait les bras vers Camille. « Maman, j'arrive, mon amour. Papa te met au lit d'abord. » Mais elle n'y allait pas. Elle restait une demi-heure de plus à étudier, obsédée par la perfection. Quand elle montait, Léa dormait déjà. Thomas lisait dans la chambre. Il levait les yeux. « Tu as fini? Pour aujourd'hui. » « Est-ce que ça en vaut la peine? »« Quoi? Tout ça, l'effort. » Camille enlevait ses chaussures. Elle s'asseyait sur le lit. « Tu penses que ça ne vaut pas le coup? » « Je n'ai pas dit ça. J'ai juste demandé si toi, tu sens que ça en vaut la peine. »« Quand je gagne? » ?»« Oui, ça en vaut la peine. » Henri se pencha vers elle. « Ça vous manque? La compétition ?» Camille ne répondit pas immédiatement. Elle regarda l'échiquier. Elle regarda les pièces bouger sous son commandement. Elle regarda le jeu se dérouler, vivant. Tous les jours. « Pourquoi ne revenez-vous pas? Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas le temps. Vous pourriez donner des cours. Gagner mieux qu'en tant que femme de ménage. Donner des cours exige une structure, une académie, de la publicité, un investissement initial. Je n'ai rien de tout ça. Et si vous l'aviez ?» Camille le fixa, sceptique. « Je ne l'ai pas. » Charles s'éclaircit la gorge bruyamment. « Écoutez, c'est très émouvant, mais est-ce qu'on peut en finir ?» Elle tourna ses yeux vers lui, vers l'homme qui l'avait défié comme une plaisanterie cruelle. L'homme qui transpirait maintenant, qui avait le souffle court, qui déplaçait les pièces avec des mains tremblantes. Camille avança le pion, dernière case avant la promotion. Le souvenir le plus récent lui revint, 2 semaines plus tôt. Petit appartement. Léa à la table de la cuisine faisant ses devoirs de mathématiques. Camille arrivant de son 2e tour. 10 heures du soir, épuisée jusqu'à la moelle. « Maman, tu peux m'aider ?»« Avec quoi ?»« Les maths.
Je ne comprends pas ce problème. Camille regarda. Une équation simple. Elle l'expliqua en 3 minutes. Léa comprit au vol. Tu es forte en tout, n'est-ce pas? Pas en tout. En presque tout. Léa ferma le cahier. Maman, on peut jouer? Maintenant? Juste une partie rapide. Camille regarda l'horloge. Elle regarda sa fille. Les yeux de Léa brillaient, pleins d'espoir. D'accord, une partie. Elles installèrent l'échiquier sur la même table. Des pièces en plastique bon marché, certaines cassées. Le cavalier blanc avait la tête recollée avec de la glu, mais elle fonctionnait. Léa jouait avec les blancs. Elle commença par le pion du roi. Camille répondit avec la sicilienne. Sa défense favorite. Léa fronça les sourcils. Tu joues toujours celle-là, parce qu'elle fonctionne. Mais je la connais. Alors prouve-moi que tu la connais. Léa réfléchit. Elle déplaça le cavalier, puis le fou. Elle suivait la ligne principale théorique. Camille fut impressionnée. Tu as étudié ça? Je l'ai vu sur YouTube. Quelle chaîne? Gotham Chess. Camille sourit. Le premier vrai sourire de sa journée. Bonne chaîne. Elles jouèrent pendant 20 minutes. Léa défendit bien. Elle ne commit que 2 erreurs. Camille gagna, mais elle dut travailler pour cela. Tu progresses, dit Camille. Sérieusement? Sérieusement. Tu réfléchis avant de bouger, c'est le plus important. Léa rangea les pièces dans la boîte. Maman, tu étais célèbre aux échecs? Pas célèbre, mais j'étais connu. Tu gagnais de l'argent avec ça? Pas beaucoup, mais j'en gagnais. Pourquoi tu as arrêté? Camille caressa les cheveux de sa fille. Je t'ai déjà expliqué. Je sais, mais ça ne te manque pas? Ça me manque. Alors pourquoi tu ne reviens pas? Parce que tu as besoin de nourriture, d'école, de vêtements, d'une mère présente. Léa resta silencieuse un moment, puis elle dit, tout bas, « Je préférerais t'avoir heureuse. » Les mots frappèrent Camille en plein cœur. Elle étreignit sa fille. Elle la serra fort. « Je suis heureuse, parce que je t'ai toi. Mais tu n'es pas heureuse comme tu l'étais avant. Je le vois sur les photos. Tu souriais différemment. » Camille ne sut pas quoi répondre, parce que Léa avait raison. Charles déplaça le roi, fuyant désespérément la pression. Camille promut le pion. Dame. La nouvelle dame entra sur l'échiquier, puissante, dominante, changeant complètement l'équilibre des forces. Henri croisa les bras. Il sourit, satisfait. C'est fini. Et Camille savait que oui, pas seulement la partie. Quelque chose de plus grand venait de se terminer aussi. 6 ans de silence. 6 ans d'invisibilité. 6 ans à faire semblant de ne pas être qui elle était vraiment. Elle regarda Charles, puis l'échiquier. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était chez elle. Charles regarda la nouvelle dame sur l'échiquier, puis ses propres pièces. Roi acculé, tour mal positionné, pion isolé. Il avait perdu le contrôle il y a 10 coups, mais perdre devant des clients importants était inacceptable. « Tu fais ça exprès, » dit-il, accusateur. Camille leva les yeux. « Je fais quoi? Tu joues à la victime, l'histoire de la veuve, la soi-disant maître nationale. Tu as manigancé tout ça. » Henri tourna la tête brusquement. « Charles, non, laisse-moi parler. » Charles pointa Camille du doigt. « Tu savais qui j'étais. Tu savais que je joue aux échecs. Tu es resté à attendre une opportunité. C'est une arnaque. » L'accusation resta suspendue dans l'air. L'autre invité regarda le sol, honteux. Henri fit une grimace. Camille ne bougea pas. « Je nettoie votre bureau depuis 8 mois. Vous ne m'avez jamais regardé en face. Vous n'avez jamais demandé mon nom. Comment aurais-je pu savoir quoi que ce soit sur vous? Tout le monde ici sait que je joue aux échecs. J'ai l'échiquier dans la salle. La moitié des cadres en ont un. C'est de la décoration. Alors c'était une coïncidence? » Charles croisa les bras. « Toi, une ex-joueuse professionnelle, travaillant justement à mon étage? Je travaille à 7 étages de cet immeuble. Je nettoie 12 bureaux par jour. Le vôtre n'est qu'un de plus. » Henri se leva. « Charles, tu te ridiculises. Je ne fais rien. Je signale juste l'évidence. Elle essaie de se payer ma tête. Tu as fait ça tout seul, » dit Henri d'une voix tranchante. « C'est toi qui l'as défié. Devant tout le monde. Comme une blague. » Charles devint rouge. «
Je ne savais pas qu'elle jouait professionnellement. Et est-ce que ça change quelque chose? Henri fit un pas en avant. Tu l'aurais humiliée de toute façon. Tu ne t'attendais juste pas à ce qu'elle soit meilleure que toi. Écoute, regarde. Non. Toi, regarde. Henri pointa l'échiquier. Tu as une réunion avec moi lundi pour discuter du renouvellement du contrat. 15 millions. Tu vas vouloir repenser la façon dont tu traites les gens. Le silence tomba, lourd comme du plomb. Charles ouvrit la bouche, la referma. Ses oreilles brûlaient. Camille déplaça la dame. Elle envahit la 7e rangée. Elle menaça 2 pions et le roi simultanément. Charles regarda l'échiquier. Puis il la regarda, elle. Les gens comme toi, commença-t-il d'une voix basse, contrôlée, ont toujours une excuse. La vie a été injuste, le destin a été cruel. Mais à la fin, vous finissez là où vous méritez d'être. Henri fit un pas, mais Camille leva la main. Un petit geste, suffisant. Elle regarda Charles. Elle le regarda vraiment, pour la première fois. Vous pensez que je mérite de nettoyer vos toilettes? Je n'ai pas dit ça. Si, vous l'avez dit. Vous venez de le dire. Elle inclina la tête. J'ai 2 médailles d'or, 3 d'argent, 17 titres régionaux. J'ai enseigné les échecs à plus de 200 enfants. Certains concourent au niveau national encore aujourd'hui. Je parle 7 langues des échecs. Je connais 300 variantes d'ouverture. Et je peux lire 20 coups à l'avance si j'en ai besoin. Elle s'arrêta. Elle respira. Mais vous avez raison. Je mérite d'être ici, à nettoyer, invisible, parce que les femmes comme moi ne comptent pas quand l'argent s'épuise, quand le mari meurt, quand la vie s'effondre. Nous disparaissons. Simplement. Sa voix n'était pas forte. Elle n'était pas émotive. C'était juste la vérité, crue, directe jusqu'à l'os. L'autre invité s'éclaircit la gorge. Je vais chercher de l'eau. Il sortit de la pièce. La porte se referma doucement. Charles joua avec le col de sa chemise. Je ne voulais pas. Si vous vouliez. Camille le coupa net. Vous vouliez m'humilier, m'utiliser comme divertissement. Parce que dans votre tête, la femme de ménage n'est pas une personne. Elle fait juste partie du décor. Ce n'est pas vrai. Non? Elle désigna la pièce d'un geste large. Combien de fois m'avez-vous demandé comment j'allais? Combien de fois m'avez-vous dit bonjour? Je nettoie votre bureau tous les jours, et vous ne m'avez jamais, pas une seule fois regardé. Charles ne répondit pas, parce qu'il n'avait pas de réponse. Henri se rassit, il croisa les jambes. Tu vas finir la partie ou tu vas abandonner? Charles regarda l'échiquier. La position était irrémédiablement perdue. N'importe quel joueur débutant verrait ça. Il avait 3 options. Accepter la défaite avec dignité, faire traîner le jeu et perdre salement, ou abandonner. J'ai un engagement, dit-il, repoussant sa chaise brusquement. C'est un abandon? Demanda Henri. C'est la réalité. Donc tu admets que tu as perdu? Charles se leva. Il ajusta sa veste. Elle a bien joué. Félicitations! Camille ne dit rien. Elle observa simplement alors qu'il s'éloignait, mais Henri ne laissa pas passer. Charles. Il s'arrêta à la porte. Il se tourna. Lundi, 9 heures du matin, à mon bureau, ne sois pas en retard. Charles hocha la tête et sortit. La porte se referma derrière lui avec un clic doux. Henri attendit 10 secondes. Ensuite, il regarda Camille. Avez-vous une carte? Une carte? De visite? Un contact. Je suis femme de ménage. Nous n'avons pas de carte de visite. Henri sortit son téléphone portable. Donnez-moi votre numéro. Camille hésita. Pourquoi? Parce que j'investis dans les talents gâchés. Et vous êtes le plus grand gâchis que j'ai jamais vu de ma vie. Elle lui donna le numéro. Il l'enregistra. Il tapa quelque chose. Puis il rangea le téléphone. Vous jouez encore? Demanda-t-il. Avec ma fille. Parfois. Votre classement est-il encore actif? Je n'en ai aucune idée. Henri se leva. Je vais me renseigner. Et quand je le saurai, je vous appellerai. Pourquoi faire? Vous verrez. Il marcha jusqu'à la porte. Il s'arrêta. Il se tourna. Camille, ce qu'il a dit, sur le fait qu'on finit là où on le mérite. Il secoua la tête avec dégoût. Les gens comme lui finissent toujours par croire que le succès est un mérite.
que ceux qui sont en bas ont choisi d'y être. C'est le mensonge qu'ils se racontent pour pouvoir dormir la nuit. Elle ne répondit pas. Elle écouta seulement. Vous ne méritez pas de nettoyer des sols. Vous méritez d'enseigner, de concourir, d'être qui vous êtes. Il ouvrit la porte. Attendez mon appel. Et il sortit. Camille resta seule dans le bureau. L'échiquier encore monté sur la table. Le roi de Charles tombait. Elle regarda les pièces, puis ses propres mains. La porte s'ouvrit de nouveau. Élise, la secrétaire, entra avec un dossier. Elle s'arrêta en voyant Camille. « Tu es encore là ?» Camille commença à ranger les pièces rapidement. « Je m'en vais. » Élise s'approcha. Elle regarda l'échiquier. « Tu as gagné ?»« Oui. »« Il a abandonné ?»« Plus ou moins. » Élise croisa les bras. Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit à voix basse, « Je t'ai vu dans un tournoi, il y a des années, championnat régional. Tu jouais à la table 1, la finale. » Camille arrêta de ranger les pièces. Elle la regarda. « J'étais juge auxiliaire, » continua Élise. « Je venais d'être diplômée en arbitrage. Tu as gagné ce championnat. Je me souviens de la partie finale. 53 coups. Victoire technique impeccable. Tu te souviens de ça? Je me souviens de toi, Camille Dubois. Tout le monde disait que tu allais être grand maître un jour. » Élise baissa les yeux. « Que s'est-il passé? » La vie s'est passée. Élise hocha la tête doucement. « J'ai arrêté d'arbitrer aussi. Ça ne payait pas les factures. » Elle serra le dossier contre sa poitrine. « Mais au moins, je ne t'ai pas oublié. Même quand tu es entrée ici comme femme de ménage, je t'ai reconnue. Je ne savais juste pas si tu voulais être reconnue. » Camille finit de ranger les pièces. Elle ferma l'échiquier. « Merci. Pourquoi? De t'être souvenue. » Élise sourit. Un petit geste. Triste. Difficile d'oublier quelqu'un qui joue comme toi. Elle sortit. Camille resta 1 minute de plus, seule, en silence. Ensuite, elle prit le seau de produit et sortit aussi. Mais quelque chose avait changé. Elle ne savait pas encore quoi. Elle savait juste que c'était différent. Le téléphone sonna un mardi. Camille était dans la file du supermarché. Numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre. « Allô? Camille Dubois? Oui, c'est Henri Mercier. Nous nous sommes rencontrés vendredi dernier, au bureau. » Elle changea le portable d'oreille. « Je me souviens. Votre classement est toujours actif. Böln 247. Vous avez juste besoin de réactiver l'inscription à la fédération. » Camille agrippa le chariot de course. « D'accord. Je gère un fonds d'investissement dans les talents, sport, art, éducation. Je veux vous parler d'une proposition. » « Quel genre de proposition? » « Sponsoring, pour que vous recommenciez à concourir, et une structure pour que vous ouvriez votre propre académie. » Son cœur s'accéléra. « Vous êtes sérieux? » »« Complètement. Avez-vous du temps demain, à 14 heures? Je travaille jusqu'à 16 heures. Alors à 18 heures, à mon bureau. Je vous enverrai l'adresse. » Il raccrocha. Camille resta figée au milieu de la file, étourdie. La femme derrière elle s'éclaircit la gorge. « Madame ?» Elle recommença à marcher. Elle posa les courses sur le tapis. Mais elle arrivait à peine à faire le point. Le lendemain, elle demanda à partir plus tôt de son 2e tour. Elle inventa un rendez-vous médical. La superviseure râla, mais la laissa partir. À 18 heures pile, elle était à la réception du bureau de Monsieur Mercier. 18e étage, vue panoramique sur la ville, meubles en bois clair et design moderne. Une secrétaire l'a reçue avec gentillesse. « Il vous attend déjà. » Henri était au téléphone quand elle entra. Il lui fit signe de s'asseoir. Il termina l'appel et se tourna. « Vous êtes venu. »« Je suis venu. » Il ouvrit un dossier sur le bureau. « J'ai fait des recherches. Vous avez un historique impressionnant. 2 tournois internationaux, 8 Open régionaux, classement pic de 2289. Vous étiez à 50 points d'être maître FIDE. C'était il y a 6 ans. Et vous pensez que vous avez perdu votre talent? Je ne sais pas. Je ne joue pas sérieusement depuis très longtemps. » Henri s'adossa à sa chaise. « J'ai regardé l'enregistrement de cette partie. Contre Charles, la façon dont vous avez construit la pression, comment vous avez simplifié au bon moment. Ça ne disparaît pas. C'est de la mémoire musculaire. » Camille ne dit rien. Elle écouta seulement. « Ma proposition est simple, continua-t-il.
Sponsoring pour 2 ans. Vous recommencez à concourir. Vous vous entraînez. Vous récupérez le rythme. En parallèle, je vous aide à structurer une académie. Locale, marketing, matériel, tout. En échange de quoi? 20% des bénéfices de l'académie pendant les 5 premières années. Et vous représentez ma marque dans les compétitions. Camille assimila l'information. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que je crois en l'investissement dans les talents gâchés, et parce que les gens comme Charles ont besoin de voir qu'ils avaient tort. Elle prit une profonde inspiration. J'ai une fille, l'école, des factures à payer. Le sponsoring couvre ça, salaire mensuel, suffisant pour que vous quittiez le ménage dès aujourd'hui. Les mots semblèrent irréels, comme un rêve. Quitter le ménage, revenir aux échecs, enseigner de nouveau. J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle. Bien sûr, mais ne tardez pas trop. La proposition a une date d'expiration. Camille sortit du bureau en flottant. Dans l'ascenseur, elle vérifia l'heure. 19h15. Elle avait encore le temps de récupérer Léa chez la voisine. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée. Elle fit 3 pas et s'arrêta net. Charles était à la réception. Il discutait avec quelqu'un. Quand il la vit, il interrompit la conversation et marcha droit vers elle. « Camille !» Elle ne répondit pas. Elle essaya de l'éviter. Il lui bloqua le chemin. « Je dois te parler. Nous n'avons rien à nous dire. »« Si, nous avons. À propos de la réunion avec Henri. » Elle s'arrêta. « Comment savez-vous ça? Je sais tout ce qui se passe dans mes couloirs. Ce n'est pas votre couloir. » Charles baissa la voix, conspirateur. « Écoute, je sais qu'il t'a fait une proposition. Et je suis venu te prévenir. N'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'Henri aime les projets. Il investit, il s'emballe. Et après, il s'ennuie et abandonne. Tu vas quitter ton emploi, tout parier là-dessus. Et dans 6 mois, il va disparaître. » Camille le regarda droit dans les yeux. « Ou vous me mentez parce que vous ne supportez pas de me voir monter. » Charles rit sans humour, un rire amer. « Tu crois que ça m'importe? » ?»« Je crois. Je crois que ça vous importe beaucoup. » Elle fit un pas en avant, envahissant son espace. « Parce que les gens comme vous ont besoin que les gens comme moi restent à leur place, invisibles, en bas, pour que vous vous sentiez supérieur. C'est ridicule. Ça l'est ?» Elle croisa les bras. « Depuis combien d'années travaillez-vous avec Henri? » 8. « Combien de fois a-t-il abandonné un projet? » Charles resta silencieux. « Exactement. » Camille passa à côté de lui. « Et même s'il abandonne, même si ça rate, j'aurais essayé. J'aurais recommencé à être qui je suis, ça en vaut déjà la peine. » Elle marcha vers la porte-tambour. Charles cria dans son dos. « Tu vas le regretter. » Camille s'arrêta. Elle se tourna lentement. « Vous savez ce que je regrette le plus? D'avoir laissé des gens comme vous me faire croire que j'étais moins que rien, que je méritais moins, que ma place était en bas. » Elle fit un pas vers lui. « Mais cette partie m'a rappelé une chose. Je sais qui je suis. Je sais de quoi je suis capable. Et je n'ai plus besoin de votre validation, ni de la validation de personne. » Sa voix était ferme comme de l'acier, sans tremblement. Sans doute. Charles ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. « Et juste pour que vous le sachiez, » continua Camille, « je vais accepter la proposition de Monsieur Mercier. Je vais ouvrir mon académie. Je vais apprendre aux enfants à jouer aux échecs. Et certains d'entre eux vont apprendre que peu importe d'où l'on vient, peu importe combien d'argent on a. Sur l'échiquier, tout le monde commence égal. » Elle se tourna de nouveau. Cette fois, il ne l'appela pas. Elle traversa la réception d'un pas ferme. Elle poussa la porte-tambour. L'air frais du soir lui frappa le visage. Sur le chemin du retour, elle appela Henri. « J'accepte. » Silence à l'autre bout du fil, puis « En êtes-vous sûr? » « Absolument. »« Excellent. Je vais préparer le contrat. On signe la semaine prochaine. »« Merci, Monsieur Mercier. Vous n'avez rien à remercier. C'est vous qui me faites une faveur. Investir en vous est un pari sûr. » Elle raccrocha. Elle s'arrêta sur le trottoir. Elle regarda le ciel. Les étoiles étaient cachées par la pollution lumineuse de la ville, mais elle savait qu'elles étaient là, brillantes. Léa regardait la télévision quand Camille arriva. Elle sauta du canapé. « Maman, où étais-tu? » « J'ai eu une réunion. » « Quelle réunion ?» Camille s'agenouilla.
Elle se mit à la hauteur de sa fille. « Léa, tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi j'ai arrêté de jouer aux échecs? Je me souviens. Et je t'ai dit que c'était parce que la vie avait changé. » Léa hocha la tête. « Alors, la vie a changé de nouveau. » Camille sourit. Un vrai sourire, radieux, le premier depuis des années. « Je vais recommencer à jouer. Je vais ouvrir une académie, enseigner de nouveau. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Sérieusement? Sérieusement? Et le travail de ménage? Je le quitte. » Léa l'étreignit avec une force surprenante. « Je savais que tu allais redevenir toi. » Camille serra sa fille contre sa poitrine. Elle sentit les larmes lui brûler les yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de pur soulagement, de renaissance. « Merci, murmura-t-elle. Pourquoi? De ne m'avoir jamais laissé oublier qui j'étais. » Léa s'écarta. Elle regarda sa mère dans les yeux. « Je peux te défier? Pour une partie ?» Camille rit, un rire clair. « Maintenant? Maintenant. D'accord, mais je ne vais pas y aller doucement. Je ne veux pas que tu y ailles doucement. » Elles installèrent l'échiquier, les mêmes vieilles pièces. Le cavalier, avec la tête collée. Mais cette fois, Camille ne sentit pas le poids du monde. Elle ne sentit pas la fatigue infinie. Elle sentit qu'elle était enfin de retour chez elle. 3 mois plus tard, Camille donna sa démission, 2 semaines de préavis. La superviseure ne la regarda même pas dans les yeux. « D'accord, on en embauchera une autre. » Elle nettoya le bureau de Charles pour la dernière fois un jeudi. Il n'était pas là. Mieux comme ça. Elle passa le chiffon sur son bureau. Elle rangea les chaises. Elle regarda l'échiquier décoratif une dernière fois. Puis, elle sortit et ne regarda pas en arrière. L'académie était dans un espace petit, mais accueillant. Rez-de-chaussée d'un immeuble commercial. 40 mètres carrés. 2 grandes baies vitrées. Beaucoup de lumière naturelle. Henri avait aidé pour tout. Peinture fraîche, table robuste, chaises ergonomiques, 15 échiquiers professionnels en bois, horloge numérique, un ordinateur puissant pour l'analyse. Sur le mur principal, elle accrocha les médailles, celles qu'elle avait gardées dans le carton pendant 6 ans. Or, argent, bronze. Chacune racontait une histoire de lutte. Le nom sur la porte était simple et direct. Académie du Bois. Thomas aurait aimé. Le premier cours eut 5 élèves, 3 enfants curieux, 2 adultes. Camille était nerveuse. Ses mains transpiraient, mais quand elle commença à parler de l'échiquier, des pièces, de stratégie et de tactique, tout revint. Naturel, fluide, comme respirer. Les échecs ne consistent pas à attaquer à l'aveuglette, il s'agit de contrôler. Qui contrôle le centre, contrôle le jeu. Les enfants la regardaient avec une attention absolue. Ils posaient des questions. Elle répondait avec une patience infinie. Léa était au fond de la salle, faisant ses devoirs mais observant tout avec un sourire. À la fin du cours, une fille de 8 ans s'approcha timidement. « Vous êtes très forte. » Camille sourit. « Merci. Vous avez déjà été championne? »« Oui, quelquefois. » Les yeux de la fille brillèrent d'admiration. « Moi aussi, je veux l'être. »« Alors, tu es venue au bon endroit. » La 2e semaine, elle avait 10 élèves. La 3e, 15. Camille mit une annonce sur les réseaux sociaux. Élise, la secrétaire qui l'avait reconnue, la partagea. D'autres personnes aussi, des anciens élèves, des connaissances de l'ancien circuit d'échecs. Camille Dubois est revenue, elle donne des cours. Le 1er mois, elle eut 22 élèves réguliers. Le 2e, 35. Elle dut embaucher de l'aide. Un ex-compétiteur accepta de donner des cours 2 fois par semaine. Léa commença à aider aussi. Elle rangeait les échiquiers après les cours. Elle répondait au téléphone. Et pendant ses heures libres, elle jouait contre les élèves débutants. « Votre fille est douée », commenta un père impressionné. « Elle a appris au berceau. Elle va concourir ?» Camille regarda Léa. La jeune fille expliquait le mouvement du fou à une élève plus petite, patiente, gentille, quand elle sera prête, si elle le veut. Le 3e mois, Camille recommença à concourir officiellement. Open régional, catégorie Open. Elle était nerveuse. Elle n'avait pas joué de partie officielle en 6 ans.
Mais le corps se souvenait de la sensation électrique, la pression de l'horloge, le poids du silence collectif, les yeux de dizaines de personnes observant chaque mouvement. Premier tour, elle gagna en 32 coups. Deuxième tour, victoire en 40 coups. Troisième tour, elle fit match nul avec un maître international. Défense solide comme un roc. Position équilibrée. Finale de tour. Elle tint bon. Henri était dans le public. Il sourit avec fierté en voyant le résultat. Léa aussi était là, avec une pancarte écrite à la main au feutre de couleur. « Vas-y, maman !» Camille termina le tournoi à la 5e place, sur 60 participants de haut niveau. Elle ne gagna pas, mais elle prouva quelque chose de vital. À elle-même, à tous ceux qui doutaient, elle l'avait encore. La touche était toujours là. L'académie grandit de façon exponentielle. 6 mois après l'ouverture, elle avait 50 élèves fixes. Camille dut louer le local d'à côté. Elle agrandit à 80 mètres carrés. Plus de tables, plus d'échiquiers, plus d'espace pour rêver. Elle commença à donner des cours pour les enfants de milieux défavorisés aussi. 3 places par groupe, gratuites, bourse intégrale. Les échecs ne peuvent pas être réservés à ceux qui ont de l'argent, dit-elle à Henri. Il fut d'accord sans hésiter. Mets-le dans le contrat, nous sponsorisons. Une des élèves boursières gagna un tournoi régional moins de 12 ans. Camille était dans le public quand la fille souleva le trophée. Les yeux de la petite la cherchèrent dans la foule. Quand ils la trouvèrent, la fille sourit. Grand, brillant. Camille sentit sa poitrine se serrer. Mais c'était une bonne étreinte, de fierté profonde, de but accompli. Pour l'anniversaire d'1 an de l'académie, elle organisa un tournoi interne. 32 participants, élèves et anciens élèves. Trophée pour les 3 premiers. Léa concourut, elle termina 7e. Elle fut frustrée. « J'ai mal joué. Tu as bien joué. Tu as juste commis une erreur en milieu de jeu. Mais j'ai perdu. » Camille s'agenouilla devant elle. « Léa, perdre fait partie du processus. Tu apprends beaucoup plus avec les défaites qu'avec les victoires. Tu disais ça avant? Ton père le disait. Et il avait raison. » Léa étreignit sa mère. « Je veux être aussi forte que toi. Tu seras meilleure. » Le nom de Camille Dubois recommença à circuler dans le milieu des échecs national. Pas comme une légende oubliée, mais comme une professeure respectée, comme une compétitrice active, comme un exemple de résilience. Lors des événements, les gens la saluaient avec déférence. « J'ai entendu parler de votre académie. Félicitations. Quel plaisir de vous revoir, maître. Vous manquiez au circuit. » Elle souriait, elle remerciait, mais elle ne laissait pas ça lui monter à la tête. Elle avait appris à la dure que le succès est fragile, que la vie change en un instant, qu'il faut valoriser chaque jour comme si c'était le dernier. Le soir, après les cours, elle et Léa jouaient encore. Les vieilles pièces avec le cavalier collé restèrent rangées comme une relique. Maintenant, elles utilisaient un nouvel ensemble. Bois poli de Staunton, pièces lourdes avec du feutre à la base. Mais le rituel était le même moment sacré. Mère et fille, échiquier au milieu. Silence confortable. Léa s'améliorait à pas de géant. Elle réussissait déjà à gagner certaines parties légitimement. Camille ne la laissait pas gagner. Elle n'en avait pas besoin. Léa méritait les vraies victoires, gagnées à la sueur du front. « Maman » dit Léa un soir, brisant le silence. « Es-tu heureuse maintenant ?» Camille regarda sa fille. Elle regarda l'échiquier. Elle regarda la salle autour d'elle pleine de vie. Elle regarda l'existence qu'elles avaient reconstruite à partir des cendres. « Oui, je le suis. Plus heureuse qu'avant ?» Camille réfléchit soigneusement. « Différemment, mais oui, plus. Pourquoi ? Parce que maintenant je sais que je peux tout perdre et trouver quand même le chemin du retour. » Léa sourit. Elle déplaça le cavalier avec décision. « Échec !» Camille regarda l'échiquier, surprise. Puis elle rit. « Très bien, tu apprends. » 5 ans passèrent en un éclair. L'Académie du Bois occupait maintenant un immeuble entier. 3 étages, 12 salles, 120 élèves réguliers, 6 professeurs dans l'équipe, 2 maîtres nationaux, 3 candidats maîtres. Camille était au 2e étage quand elle entendit le bruit familier. Rire d'enfants.
pièce tombant sur la table. Elle descendit les escaliers et trouva un groupe de débutants, enfants entre 6 et 8 ans. La professeure, une de ses anciennes élèves, expliquait le mouvement de la tour. Elle marche tout droit, jamais en diagonale, comme une rue. Une fille leva la main avec enthousiasme. Et le fou? Ah, le fou, c'est le contraire, toujours en diagonale, comme un X. Camille observa depuis la porte. Elle n'interrompit pas. Elle assista simplement émerveillée. Cette scène était tout ce dont elle avait rêvé. Multiplier la connaissance. Passer le flambeau que Thomas lui avait passé. Léa était en dernière année de lycée maintenant. 17 ans. Classement de 2150. Elle concourait au niveau national avec férocité. L'année précédente, elle avait gagné le championnat national moins de 18 ans. Camille était dans le public quand Léa souleva le trophée doré. Le même trophée qu'elle-même avait soulevé 20 ans plus tôt. Elle ne pleura pas, mais ce fut tout comme « Merci, maman », dit Léa après, la voix brisée, « de ne jamais avoir abandonné. J'ai abandonné, pendant un temps. Mais tu es revenu, c'est ça qui compte. » L'académie avait un programme social robuste maintenant. 50 places pour des enfants de quartiers difficiles, transport inclus, matériel gratuit, goûter nutritif. Henri avait considérablement élargi le sponsoring. Ceci est un investissement à long terme, Camille. Ces enfants vont changer le jeu. Et ils le changeaient. 3 élèves boursiers concouraient déjà au niveau régional avec d'excellents résultats. L'un avait gagné le moins de 14 ans. Un autre avait fait match nul avec un maître lors d'une simultanée. Sur le mur de la réception, Camille accrocha des photos encadrées. Élèves en tournoi, trophées conquis, moments de victoire euphorique, moments d'apprentissage douloureux. Au centre, une vieille photo en noir et blanc. Elle et Thomas devant la première académie. Souriant, jeune, plein de projets que la vie avait interrompus. « On a réussi », murmurait-elle parfois en regardant la photo. Pas de la façon dont on l'avait prévu. Mais on a réussi. Henri visitait une fois par mois. Il amenait des clients d'affaires. Il montrait l'académie comme l'exemple parfait d'investissement social responsable. Regardez ce qui se passe quand on parie sur le vrai talent, quand on donne une véritable opportunité. Camille donnait des interviews maintenant. Magazines spécialisés d'échecs, podcasts, émissions de télévision locale. Elle racontait toujours l'histoire complète sans filtre. La chute. Le travail comme femme de ménage, la partie contre Charles, la renaissance. « Regrettez-vous quelque chose ?» lui demanda un jour un intervieweur. « D'avoir mis autant de temps à revenir. Mais vous aviez besoin de survivre. » « Oui, mais j'avais aussi besoin de me rappeler que survivre n'est pas la même chose que vivre. » La phrase devint virale sur Internet. Elle fut partagée des milliers de fois. Elle devint une citation motivationnelle. Camille rit quand elle la vit sur Instagram. J'étais juste honnête. Pour le 5e anniversaire de l'Académie, elle organisa un tournoi spécial de gala. Anciens élèves contre professeurs, 50 participants. Henri sponsorisa des prix en espèces. La finale fut entre Léa et Camille, mère contre fille, l'auditorium plein à craquer. Silence absolu pendant la partie, on pouvait entendre une mouche voler. Léa avait mûri son jeu. Elle jouait avec une patience de vétéran maintenant, avec une stratégie profonde, avec vision. La partie dura 72 coups exténuants, finale de tour et pion. Camille avait un léger avantage positionnel. Léa avait un pion passé dangereux. À la fin, ce fut match nul, par répétition de coups. Aucune des deux ne voulait risquer inutilement et perdre. Quand elles terminèrent, elles s'étreignirent au milieu du salon sous les applaudissements. L'ovation explosa, pas parce que quelqu'un avait gagné, mais parce que toutes les deux avaient joué avec une beauté sublime. « Tu joues comme ton père », dit Camille à l'oreille de sa fille. Léa sourit, les yeux humides. « Toi aussi. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Camille resta seule dans l'académie dans la pénombre. Elle marcha dans les couloirs silencieux. Elle toucha les tables, les échiquiers en bois. Les chaises où des dizaines d'enfants avaient appris que les échecs étaient plus qu'un jeu. C'était la vie elle-même. C'était de la stratégie vitale. C'était comprendre que chaque mouvement, aussi petit soit-il,
a une conséquence irréversible. Elle s'arrêta devant la photo de Thomas. « Merci, dit-elle à l'air libre, de m'avoir appris qu'abandonner est juste un mauvais coup, pas la partie entière. » Sur le mur d'à côté, il y avait un nouveau cadre, petit et discret. La pièce qui avait fait échec et mate contre Charles. La dame blanche, encadrée sous verre, avec une plaque en bronze en dessous. « Ne sous-estime jamais qui tu ne connais pas. » Camille regarda cette pièce, puis elle regarda l'académie autour d'elle, tout ce qu'elle avait construit de ses mains, tout ce qu'elle avait récupéré, tout ce qu'elle était devenue. Elle n'était plus la femme de ménage invisible du 12e étage, elle n'était plus la veuve brisée, elle n'était plus la joueuse oubliée. Elle était Camille Dubois, maître national, professeur, mère, survivante. Et plus important, elle était l'exemple vivant que la partie n'est jamais terminée tant qu'il reste un coup à jouer. Parce qu'aux échecs, comme dans la vie, peu importe combien de fois tu perds. Ce qui compte, c'est combien de fois tu as le courage de monter l'échiquier de nouveau et de recommencer.